Please be seated. Veuillez-vous asseoir. Prosecution, I understand you're continuing. I'm not sure who's speaking at this point, though. Monsieur Duterte? Je continue sur ma lancée, Madame la Présidente. Just to remind you that you have approximately 35 minutes remaining at this point to finish your submissions. Thank you. Je vous remercie, Madame la Présidente. Je me tiendrai à ce timing. J'ai évoqué, Madame la Présidente, Madame la juge, Monsieur le juge, en détail le rôle d'Alassane et ses différentes fonctions à toutes les étapes du processus répressif et punitif mis en place par Ansar Dine et Al-Qaïda au Maghreb islamique à Tombouctou en 2012. J'ai aussi évoqué en détail les faits démontrant la gravité des faits commis, ainsi que ceux caractérisant les circonstances aggravantes. Et pour être très clair à ce stade et résumer les choses, l'accusation retient 5 circonstances aggravantes: le zèle dont Alassane a fait preuve, la multiplicité des victimes, leur caractère vulnérable et sans défense, la cruauté particulière des faits commis et le motif discriminatoire. Le reste a trait à la gravité des faits. Et il n'y a donc pas de double comptage. Je note qu'à 9h01, la défense nous a très gracieusement fait part de 3 annexes. Je demande très clairement qu'elles soient rayées du dossier. On est censé faire des conclusions orales, pas des conclusions écrites. Or, ces annexes sont substantielles. Elles viennent à la dernière minute, en embuscade. Et cela contourne d'ailleurs le timing imparti par la Chambre à chaque partie pour faire ses conclusions. Sans ça, nous aussi, on aurait pu venir avec des annexes et rajouter des heures de conclusion orale déguisées dans des écrits. Permettez-moi maintenant d'aborder une série de facteurs et circonstances que la défense va développer au titre des circonstances atténuantes. Je veux rassurer la Chambre, je ne vais pas être exhaustif et je ne vais pas m'attarder plus que nécessaire. Il n'existe dans cette affaire aucune circonstance ni facteur atténuant pour M. Alassane. Et les arguments de la défense sont soit infondés, en fait ou en droit, soit généralement non pertinents. Je prendrai quelques exemples intéressants et topiques, car précisément ils illustrent comment la défense peut se fonder sur des affirmations sans fondement factuel ou contraire aux faits, au risque parfois d'induire accidentellement la Chambre en erreur. Je laisse de côté les questions d'état de santé actuel de M. Alassane liées au Covid-19 et le syndrome post-traumatique allégué, imputé à des faits prétendus de torture pendant sa détention au Mali, lesquels n'ont rien à voir avec la procédure devant la CPI de toute façon. On s'en est déjà expliqué longuement par écrit. Et sur cette question de la santé actuelle de M. Alassane, je renvoie à la décision de la Chambre d'appel dans l'affaire Ongwen et à votre décision récente sous le numéro 2639. Je me focalise donc simplement sur les allégations de la défense concernant la prétendue coopération de M. Alassane, ses remords allégués et la question du pardon dont il ferait l'objet. C'est assez instructif, comme on va le voir.
La défense évoque tout d'abord la coopération de M. Alassane, le condamné. Je dois dire, on a beau retourner la procédure dans votre chambre dans tous les sens, on ne voit aucun signe de coopération de M. Alassane. Au contraire, M. Alassane, loin de coopérer avec l'accusation, s'est opposé systématiquement à l'accusation pendant tout le procès. Bien sûr, il a donné une interview en 2017 comme témoin. Mais c'était avant que la Chambre préliminaire émette un mandat d'arrêt en mars 2018 contre lui. Depuis lors, durant 6 années consécutives, M. Alassane, et c'est parfaitement son droit, a fait preuve d'une absence totale et persistante de coopération. Il s'est ainsi opposé de façon la plus ferme à ce que son interview de 2017 précisément soit versée en preuve devant votre chambre. L'accusation n'a même pas pu obtenir un seul agree de fact, ne serait-ce que sur son lieu de naissance ou sa profession comme pharmacien. Alassane conteste même l'existence d'un conflit armé au Nord-Mali. Tout enfant malien sait qu'il y a un conflit armé au Nord-Mali et il suffit d'aller sur YouTube et de taper Mali 2012 pour le constater. On est loin ne serait-ce que de la situation de Katanga qui a témoigné longuement et fourni des détails à l'audience sous serment. Alors Alassane peut s'opposer à tout, c'est son droit, je le reconnais volontiers, mais on ne peut pas parler de coopération, c'est erroné. Il n'y a chez Alassane aucune expression de remords, je ne me fais pas maintenant remords, il n'y a chez lui aucune expression de remords explicite et sincère. Il a déposé une déclaration écrite devant votre chambre. Il y déclare, je cite, c'est intéressant, « Des personnes peuvent ressentir qu'on leur a fait du mal, alors qu'on n'a pas réalisé qu'on a fait du mal, mais s'ils disent qu'on a fait du mal, alors il faut demander pardon. » C'est tellement général et ambigu. Alassane ne mentionne même pas Tombouctou ou les Tombouctiennes et les Tombouctiens. Alassane ne mentionne même pas les faits de 2012. Alassane ne mentionne même pas un seul des crimes pour lesquels il a été condamné par votre chambre. Il ne mentionne même pas le nom ne serait-ce que d'une victime. En un mot, il ne reconnaît pas avoir fait du mal ni avoir commis des crimes. À la vérité, des remords, on n'en voit pas. Et on est très loin, par exemple, de la position d'Al-Mahdi, un local de Tombouctou comme Alassane, poursuivi en 2012 pour l'attaque contre les mausolées, et qui a exprimé des regrets directs, clairs et appuyés à l'audience lors de son procès à la CPI en 2016. Pas de coopération, pas de remords. J'en viens à la question du pardon tel que développé par la défense. La défense parle de pardon, mais attention. Premièrement, pardonner ne veut pas dire qu'il ne doit pas y avoir de sanctions. Il faut distinguer d'une part le plan de la morale et de la conviction personnelle et d'autre part le plan de l'application de la loi. En fait, la sanction nécessaire et juste, la rétribution précède souvent le pardon. On verra ce que disent les victimes, mais si je me souviens bien, les victimes demandent même une peine d'emprisonnement à vie contre M. Alassane. Donc clairement, ils font bien la distinction entre sanction et pardon. Deuxièmement, la défense indique que la population de Tombouctou est prête à pardonner ceux qui s'avancent pour lui demander pardon. On est dans le général, sans aucun détail. Il y a un seul témoin
qui mentionne un pardon de la population à Alassane, mais quelle est sa qualité pour le dire? Je renvoie à la décision dans l'affaire Ongwen. Seuls les représentants légaux des victimes ont qualité pour parler au nom de ces dernières. Et troisièmement, nul doute que certains n'ont pas pardonné. Souvenez-vous du cas de Dédé Oumaïga, amputé en 2012 à Tombouctou. Il est mort depuis, il n'a pas pardonné. Et il le dit dans une vidéo MLI au Tipeee 0001-7077, 20e minute. Il déclare « Il ne mérite pas le pardon. Tous ceux qui excusent ces gens sont complices. » Au total, ces développements sont dénués de pertinence quant à la détermination de la peine, les développements de la défense. L'accusation requiert bien effectivement un minimum de 22 années d'emprisonnement. Je ne vais pas répéter nos conclusions écrites, je vais simplement souligner quelques points. Qu'en est-il en termes de référence de jurisprudence antérieure? Vous connaissez la jurisprudence Semenza, au TPIR. La Chambre d'appel indique les comparaisons peuvent ne pas être d'une grande utilité, étant donné que chaque affaire a ses propres circonstances particulières et que les circonstances atténuantes et aggravantes peuvent commander des résultats différents. Mais ce n'est pas forcément que toute comparaison est forcément appropriée quand il y a des similitudes. Là aussi, l'affaire Semenza le mentionne, la décision de la Chambre d'appel au paragraphe 394. Donc il faut vous focaliser sur les faits particuliers de l'affaire et les circonstances aggravantes qui concernent M. Alassane, ainsi que l'absence de circonstances atténuantes, mais il y a quand même des parallèles justifiés qui peuvent être faits, et je vais les faire. J'ai mentionné le cas de M. Almadi, membre d'Ansardine et d'Al-Qaïda au Maghreb islamique en 2012 pendant l'occupation de la ville. Lui aussi est un local. Il s'agit là des mêmes lieux, de la même période de temps. Et M. Almadi a été poursuivi pour l'attaque contre les mausolées menée pendant une dizaine de jours, soit un seul chef d'accusation qui en soi ne portait pas sur l'intégrité physique des personnes. M. Almadi a pleinement coopéré dès le début, il a plaidé coupable, il a exprimé des remords sincères à l'audience, on l'a dit. Sur la base de ces différents facteurs, la Chambre de première instance concernée a prononcé une peine de 9 années d'emprisonnement contre lui. En comparaison, les crimes de persécution, torture, traitement cruel, atteinte à la dignité de la personne, mutilation, autres actes inhumains et sanctions prononcées sans jugement préalable par une cour régulièrement constituée. Tous ces crimes commis par Alassane sont infiniment plus nombreux, portent aux personnes sans défense et vulnérables, y compris femmes et enfants, et ont duré infiniment plus de temps avec un motif discriminatoire. Je vais me référer à un autre cas, celui de M. Ongwen, dans lequel la peine originale de 30 années d'emprisonnement pour persécution a été réduite d'un tiers à 20 ans en raison du jeune âge auquel M. Ongwen... Madame la Présidente. Je m'excuse, Monsieur Duterte, nous avons un petit problème technique. Un moment, s'il vous plaît. Judge Akari does not appear to have the English interpretation coming through. Perhaps someone could assist her? Thank you. Mr. Duterte,
or perhaps you could, Mr. Duterte, perhaps you could speak for a moment. We'll just test this en français. Une citation du poète Nazım Hikmet, poète turc. La Merci. question n'est pas d'être captif, la question c'est de garder sa dignité. Dans le recueil Il neige dans la nuit. Merci beaucoup, Monsieur Duterte. Je pense que c'est d'accord pour le moment. Et we can proceed. Thank you. Merci. Est-ce que je dois reprendre un peu en arrière et à partir de quand je continue, Madame la Présidente? Je suis dans vos mains. I think that's fine. You can continue. Sorry for the interruption, Monsieur Duterte. Je vous en prie, je suis à la disposition de la Chambre. En dehors du cas d'Al-Mahdi, qui avait une charge, sans atteinte aux personnes, et qui a reçu une peine d'emprisonnement de 9 ans, rien de comparable avec la multiplicité de charges et de circonstances aggravantes applicables à M. Alassane, je fais référence au cas de M. Ongwen, qui a reçu une peine originale de 30 années d'emprisonnement pour persécution, laquelle peine a été réduite à 20 ans en raison de son jeune âge lorsqu'il avait été enlevé. Dans cette affaire, les actes sous-jacents de persécution, l'affaire Ongwen, incluaient les condamnations, comme dans Alassane, pour torture et atteinte à la dignité de la personne. Dans l'affaire Ongwen, comme dans l'affaire Alassane, il y avait la circonstance aggravante de multiplicité de victimes. Mais dans les cas d'Ongwen et d'Alassane respectivement, il y avait différentes autres condamnations sous-jacentes aux crimes de persécution. Par exemple, les condamnations pour meurtre, tentative de meurtre et de pillage dans l'affaire Ongwen, et condamnation pour autres actes humains, traitement cruel, mutilation et sanctions prononcées sans jugement préalable par une cour régulièrement constituée dans le cas d'Alassane. Donc, certaines différences, mais au-delà, dans le cas de M. Alassane, il y a les circonstances aggravantes additionnelles, le zèle de M. Alassane, le caractère sans défense des victimes et une particulière cruauté. Au total, mutantis mutandis, en comparant ce qui est comparable, Al-Mahdi, Ongwen, Alassane, il n'y a rien qui justifie de descendre pour le crime de persécution dans la présente affaire à moins de 22 ans d'emprisonnement. Je me dois à ce stade d'aborder très brièvement 3 aspects techniques que je vais évacuer le plus rapidement possible. C'est un peu aride, je m'en excuse, mais je dois être en record sur ça. Le premier point technique est mentionné par la défense dans son mémoire. C'est lié aux conditions de remise de M. Alassane à la Cour pénale internationale. Il n'y a aucune violation du statut, encore moins d'impact en termes de réduction de peine. Je me réfère au filing ICC-01/12-01/18, ICC-0112-01/18, -10 du 29 mars 2018. Les éléments nécessaires sont là. Donc 0112-0118-10. L'argument maintenant d'Alassane, aux fins d'appuyer son temps de détention au Mali entre 2017 et 2018, sur la peine que vous prononcerez. Soyons clairs, le temps de détention d'Alassane au Mali, avant sa remise à la Cour, est non lié à la procédure et ne saurait être décompté de sa peine. L'arrestation d'Alassane par Barkhane date du 21 avril 2017.
L'accusation a appris cette arrestation par les médias en mai 2017. Mémoire 282. L'accusation a ensuite interrogé Alassane comme témoin à partir du 13 juillet 2017. Le premier contact du bureau du procureur avec les autorités françaises date de novembre 2017 pour obtenir les notes d'interview faites par les autorités françaises avec M. Alassane. La demande de mandat d'arrêt déposée par le bureau du procureur à la chambre préliminaire 1 date du 20 mars 2018. Il a été, ce mandat d'arrêt, décerné le 27 mars 2018. Barkhane n'a donc jamais arrêté Alassane en avril 2017 en raison d'un mandat d'arrêt de la CPI délivré près d'un an plus tard, en mars 2018. C'est l'évidence. Et le dossier de transfert des autorités françaises aux Maliens, MLI OTP 0069 99 39, et le dossier de la DGSE malienne, notamment 0066 0066-0452, montre que les autorités françaises et maliennes étaient intéressées par les activités d'Alassane avec Al-Mansour et Iyad al-Khrali après 2013. Aucun lien avec la présente affaire. La défense vient à la dernière minute avec un document qu'elle détient depuis 3 ans, depuis 2021, du ministère de l'Intérieur français. Un document qui comporte une formule ambiguë. L'accusation ne peut pas spéculer sur ce que l'auteur de cette lettre voulait signifier. Seul lui pourra le clarifier. Je constate que la défense a fait le choix de ne citer personne à l'audience pour éclairer ce document. Pas de contre-interrogatoire possible sous serment donc. C'était le choix de la défense, dont acte. Au total, la détention d'Alassane au Mali n'a aucun lien avec la CPI et ne saurait être déduite de la peine que vous prononcerez. Un mot rapide sur la composition de la Chambre et le remplacement d'un juge. Je dirais que tout délai pris potentiellement ne préjudicie aucunement Alassane, qui est déjà condamné, et dans la mesure où toute période de détention à la CPI, entre cette audience et le moment où le jugement sur la peine sera prononcé, a vocation à être pris en compte sur le temps total qu'Alassane devra effectivement passer en prison. Il n'y a donc pas de préjudice. Toutes ces questions un peu techniques nous ont éloignés de la réalité humaine des faits de 2012 dans cette affaire et des faits graves dont Alassane est l'auteur. Laissez-moi finir avec le cas déchirant de Dedeu Maïga. On est dans la matinée du 16 septembre 2012, sur l'esplanade de l'hôtel Azalaï. Une foule, incluant des femmes, des enfants, a été rameutée par Ansar Dine et Al-Qaïda au Maghreb islamique. Ce jour-là, Tombouctou a été témoin d'une violence et d'une cruauté inconnues pour eux. Un acte qui est devenu tristement emblématique pour cette ville, alors que dans un passé pas si lointain, Tombouctou était connu pour son histoire riche et sa civilisation. Je me réfère à nouveau à ce que M. le procureur adjoint a dit.
On a des photographies de ce triste événement du 16 septembre 2012. Vous les avez vues. Elles sont au dossier, visibles. Une première photographie montre Dédéou. Il est ligoté au dossier d'une chaise par une corde au niveau de l'abdomen. Ses chevilles sont entravées par des chaînes. Sa tête est couverte par un linge, sans doute pour lui éviter la vision d'horreur qui l'attend quelques instants plus tard et qu'il ne se révolte pas. C'est révoltant. Une deuxième photographie montre la scène après amputation. On y voit la machette utilisée pour couper la main droite de Dédéou. Il y a des traces de sang tout le long de la lame. On voit aussi sur l'image, d'un côté, la main amputée avec des esquilles d'os. Et de l'autre côté, le moignon de Dédéou, sanguinolent. Le moignon est mis dans de l'huile de palme chaude, une boucherie. On devine l'effroi des dégoûts. Ansardine et Al-Qaïda sont manifestement contents. Ils ont cherché à faire un exemple pour montrer leur pouvoir et terroriser la ville. C'est chose faite. Le message est tristement clair. Ils ne reculeront devant rien pour imposer leur loi. Un témoin a déclaré que la foule est partie très vite et que le ciel est devenu noir. Un autre a déclaré à l'audience, je cite, « Le moral était cassé, il y avait peu de mouvement dans la ville, c'était un silence de cimetière. » Dédéou avait été arrêté pour vol par 2 membres de la police. Alassane était l'un d'eux. Alassane savait fort bien quel supplice était encouru. Alassane savait aussi que le tribunal qui a condamné Dédéou n'avait aucune indépendance. Alassane assume totalement cette cruauté. Il déclare dans l'interview du 30 octobre 2012 au gouvernorat, MLI OTP 0069-3712, ouvrez les guillemets, nous avons appliqué des règles sur les voleurs en leur coupant la main. Fin de citation. On est bien loin de la clémence et du pardon dont Alassane prétend aujourd'hui obtenir le bénéfice lui-même. Madame la Présidente, Madame la Juge, Monsieur le Juge, voici un peu plus de 10 ans, au janvier 2013, par un jour sans doute semblable à celui d'aujourd'hui, Al-Qaïda au Maghreb islamique et Ansardine ont fui Tombouctou devant l'avancée des troupes maliennes appuyées par des troupes françaises. Alassane est parti avec Al-Qaïda au Maghreb islamique et Ansardine. Dernier chef de la police islamique, Alassane sait pourquoi. Les Tombouctiens aussi. Tombouctou était libéré, Tombouctou était libre. Mais pour sa part, Alassane a continué dans son même état d'esprit. En 2013, dans les montagnes des Tigres, où Hakim et Ansardine ont trouvé refuge, il s'est vanté de ce qu'il avait fait, des prohibitions qu'il avait appliquées. Paragraphe 1093 du jugement. La défense vise d'autres paragraphes de votre jugement sur l'état d'esprit d'Alassane. Elle se garde bien de s'appesantir sur ce paragraphe 1093. Madame la Présidente, Monsieur le Juge, Madame la Juge, 1000 générations de Tombouctiens ont fait la grande histoire de Tombouctou, la perle du désert. Alassane a contribué avec Al-Qaïda au Maghreb islamique et Ansardine à flétrir cet héritage. 1000 générations à venir répareront les traces de l'épisode dramatique de 2012 et ses blessures.
Mais pour l'heure, le temps est à la sanction. Une sanction basée sur la nécessaire rétribution et sur la dissuasion. Rétribution et sanction par rapport auxquelles les affirmations de M. Alassane quant à sa réinsertion ont une portée limitée. Je revois à la décision dans l'affaire de Bosco Ntaganda. On parle ici de crimes de guerre, on parle ici de crimes contre l'humanité aux conséquences très graves. On ne peut pas faire comme si rien ne s'était passé. Le monde doit savoir que lorsqu'on participe à maltraiter, violenter, persécuter une population, il y a une sanction. Cela fait partie de la dissuasion qui est au cœur du rôle de la Cour pénale internationale et du statut. La Chambre a retenu que les règles et interdictions imposées par Ansar Dine et Al-Qaïda au Maghreb islamique, ainsi que la menace et l'application de sanctions violentes ont un effet traumatique sur la population de Tombouctou, qui a vécu dans une atmosphère de peur, de violence, oppression et humiliation. Paragraphe 1540. Avec la participation assidue d'Alassane. Alassane, j'y reviens, est celui qui sera toujours là, à la police, de mai 2012 à janvier 2013, quels que soient les changements de chef. Il est celui qui assume au quotidien le fonctionnement et la continuité de la police, organe pivot dans la répression. Et on a beau chercher, on ne voit personne dans Al-Qaïda au Maghreb islamique et Ansar Dine qui a eu une telle participation pendant toute l'occupation, du début à la fin de la chaîne de répression, et s'est employé ainsi à mettre en œuvre la vision religieuse de ces deux groupes armés. Un dernier mot, j'en viens quasiment à la fin. Rappelez-vous les écrits d'Alassane cités plus haut et déposés au dossier. Il disait, souvenez-vous, des personnes peuvent ressentir qu'on leur a fait du mal alors qu'on n'a pas réalisé qu'on a fait du mal. Si on comprend bien, lorsque Dédéou est amputé après avoir été par Alassane, Alassane ne réalise pas le mal qui a été fait. Lorsque P557 et P565, mineurs de 14 ans, sont battus de 100 coups de fouet chacun en présence d'Alassane qui sécurise les lieux, Alassane n'a pas l'impression de faire du mal. Lorsque, en novembre, 3 couples sont battus, 600 coups de fouet sont assénés ce jour-là, Alassane est présent pour une victime, Alassane n'a pas l'impression de faire du mal. Au total, une population, des habitants, des femmes, des hommes, des mineurs qui n'avaient rien demandé et rien fait. 2 groupes viennent les martyriser avec la complicité de locaux, comme Alassane, qui a agi contre ses propres sœurs, contre ses propres frères. Un notable a souligné, je cite, « Toutes les populations étaient terrées dans leurs maisons, de peur d'être réprimées, de peur d'être humiliées, de peur d'être brutalisées, de peur d'être violentées. » Pour n'importe quel vol à main armée dans une banque en bande organisée avec des armes et prise d'otages dans un contexte national, les auteurs recevront pas moins de 12 à 15 ans d'emprisonnement. Madame la Présidente, Madame la Juge, Monsieur le Juge, dans la présente affaire, on est dans une autre dimension. C'est la prise d'otage d'une population entière pendant des mois avec des armes de guerre, avec une répression organisée, planifiée, structurée, méthodique, à la mécanique huilée et sans pitié pendant des mois. Alassane n'a pas l'impression d'avoir fait du mal. Les victimes, P554,
Madou Traoré, Dédéou Maïga, P565 et d'autres. Tous ceux qui sont passés devant le tribunal, aussi avec un rapport d'Alassane, ont bien saisi le mal qu'on leur a fait. Les Tombouctiennes et les Tombouctiens ont été fatigués, comme on dit. Ils ont subi beaucoup de mal. Vous leur rendrez justice, sans excès et sans trembler. 22 ans minimum, Madame la Présidente, Madame le juge, Monsieur le juge. Merci, Monsieur Duterte, and I thank the prosecution for their submissions and for staying rightly within their time frame. Turn now to the legal representatives of victims. Monsieur Sita, you have the floor. I remind you that for your submissions, you have 30 minutes to be divided as you see fit. Oui. Madame la juge présidente, je vous remercie de me passer la parole. Et je vous remercie pour ces rappels que vous venez de nous faire à propos du temps qui nous est imparti. Mais pour cela, je demanderai à la Chambre l'indulgence de vérifier sur le terrain avec mon confrère Maître Kassongo si, en l'instant, il peut nous entendre et qu'il peut intervenir, parce que cela dépendra finalement de la prise de parole au sein de l'équipe. Je ne sais pas si c'est le greffe qui doit nous aider pour ça. Demander à Maître Kassongo si il peut parler pour qu'on sache si son micro est opérationnel maintenant. I see that the court officer is checking whether that's possible, but I don't want to lose a lot of time with this, Monsieur Sita, so hopefully we can clarify this quickly. Je pense que je vous entends. It appears he can hear, so let's proceed, Monsieur Sita. Merci beaucoup, Madame la juge présidente. Donc, voilà, je commencerai donc de brèves observations compte tenu du temps très limité qui nous a été imparti par la Chambre. Ensuite, Maître Kassongo, qui vient de réagir, prendra la parole. Et Maître Sédou Doumbia clôturera les observations des représentants légaux au cours de cette audience. L'exposé du procureur de ce matin a mis en avant un élément qui est déterminant dans notre approche de la défense des victimes des événements dont il est question ici. Au-delà du préjudice individuel subi par chacune de ces victimes, ces dernières nous renvoient tout aussi, expressément ou non, à l'aspect collectif du préjudice résultant des crimes qui nous concernent. Le procureur a utilisé le terme de asservissement de Tombouctou, d'entreprise de négation et de mépris de la culture de Tombouctou, d'une population entièrement terrorisée, des femmes et filles étant particulièrement visées. Cet aspect collectif du préjudice présente plusieurs cercles. La population de Tombouctou, tout entière d'abord, ensuite, dans ces groupes, les femmes, du fait de leurs conditions de femmes, et au sein de ces femmes, en particulier, celles qui ont pu se trouver dans des circonstances ou dans des situations ayant justifié en particulier la répression du système mis en place, soit du fait de leur arrestation
pour n'avoir pas respecté les nouvelles règles, soit du fait de l'intérêt qu'elles représentaient pour les bandes armées pour servir de mariage forcé, ou encore toute une série d'autres motifs qui restent à ce jour ressentis comme une profonde source d'injustice, car, comme l'a rappelé le procureur, le jugement a reconnu que les règles spécifiques et interdictions spécifiques imposées aux femmes et leur application avaient un impact négatif sur tous les aspects de la vie des femmes du Tombouctou. Au-delà des observations publiques que nous avons déposées, je transmets donc ici les vies et préoccupations des victimes sur les aspects que je viens d'évoquer, en entendant être plus fidèle possible aux entretiens que nous avons pu avoir, entretiens malheureusement limités du fait des échéances imposées par la Chambre. Nous nous sommes donc rendus auprès de nos clients vers fin juillet pour les informer sur le contenu du jugement et la suite de la procédure et pour recueillir leurs vies et préoccupations sur la peine. Au cours des réunions, nous avons ainsi entendu majoritairement des femmes qui portent encore sous différentes formes des stigmates des événements et qui luttent chaque jour pour subvenir aux besoins de leur famille. Un nombre conséquent de victimes participantes sont en effet des femmes qui ont partagé leur étonnement, tristesse et colère au constat que toutes les charges concernant les crimes de genre sont tombées, puisque malgré les constatations faites par la Chambre et par une certaine majorité, aucun des crimes visant les femmes spécifiquement n'a donné lieu à des condamnations, pas même la persécution basée sur les genres. Nous avons aussi entendu beaucoup de déplacés qui luttent pour pouvoir offrir une éducation ou simplement des conditions de vie décentes à leurs enfants pour se redresser de l'exil forcé. À chaque rencontre, nous avons entendu des gens en soif de justice, d'une justice juste, qui tient compte effectivement du rôle clé joué par M. Alassane dans la commission des crimes lors de l'occupation de Tombouctou d'avril 2012 à janvier 2013. Nous avons été frappés par l'incompréhension des victimes face à la rupture entre ce qu'elles estiment avoir pu apporter au processus d'établissement de la vérité et ce qui résulte du jugement. Cette incompréhension est importante et se doit d'être partagée puisqu'elle a des conséquences sur la vision des victimes de ce que pourrait être ici la peine, une peine juste. Comme nous l'avons signalé dans nos écritures, effectivement, les victimes, par rapport à leur vécu, estiment que voilà la perpétuité, c'est la peine qui s'impose. Mais au regard de l'ensemble du traitement ou de l'analyse qui se fait du jugement, ils se demandent quelle pourra être la peine juste. Comment pourrait-il y avoir pour les victimes une peine juste alors que des combinaisons de majorités complexes, les procès dans lesquels nous leur avons demandé de mettre leur confiance et auxquels elles ont accepté de participer, a conduit à un acquittement sur des crimes les ayant profondément traumatisés. Bien entendu, l'acquittement fait partie des issues de tout procès pénal et les victimes en ont été informées des enjeux que ces procès et les questions relatives à l'établissement de la preuve. Le cas présent ressort toutefois d'un cas de figure extrêmement particulier dans lequel
n'est pas en cause la question des preuves, des crimes commis et de la responsabilité du condamné. Tout cela n'est pas en cause, mais un jet de contorsion procédurale aux effets dévastateurs. Pour les victimes, même les condamnations pour torture ou persécution sur les motifs religieux ne peuvent résoudre à leur stupéfaction face au jugement et dans un tel contexte, toute réflexion qui pourrait être attendue des victimes sur la peine se trouve forcément piratée en quelque sorte par un profond sentiment d'injustice ou voire de trahison. Madame la juge présidente, Madame la juge, Monsieur le juge, le deuxième point que je voudrais aborder est celui des esquisses, ou plus exactement la sollicitation du pardon. Nous avons entendu longuement Monsieur le procureur et nous adhérons à tous les développements faits par les bureaux du procureur. Ici, nous partageons évidemment les préoccupations des victimes. Des échanges avec les victimes, il est apparu qu'une distinction était posée, de façon d'ailleurs explicite ou implicite, entre la position à avoir face à un condamné qui demande pardon et celui qui, en outre, admet avoir mal fait. Si M. Alassane entend s'engager sincèrement dans une procédure de demande de pardon, comme il est dit, sans se pencher sur la justification des actes qu'il a posés, les victimes continueront à questionner la sincérité des esquisses et à poser la comparaison avec la position d'aveu, par exemple, de M. Ahmad Al-Faki Al-Mahdi. Pour un certain nombre de victimes représentées, les échanges sur la peine ont été l'occasion de chercher à comprendre pourquoi, au-delà d'une possible présentation de demande de pardon, il n'existait pas dans le chef du condamné un aveu sur la nature de son comportement, de l'expression de remords, d'avoir mal fait. Cette interrogation de victime est d'autant plus légitime au regard des propos même du condamné, indiquant qu'il était conscient qu'il accomplissait des actes contraires à la charia et dont il devrait connaître l'illégalité. Bien entendu, toute démarche dans le sens d'une sollicitation de pardon devra faire l'objet d'échanges plus approfondis avec les victimes, mais à ce stade, 2 points sont mis en avant par celle-ci. Toute demande de pardon ne pourra être acceptée que si la responsabilité est établie, si les juges ont dit les crimes commis et si une peine juste a été donnée. Et là, je renvoie à mon premier point. En conséquence, et c'est mon second et dernier point, les victimes estiment qu'à ce stade, la peine doit être déterminée indépendamment de l'attitude et des engagements, quelle que soit leur sincérité, du condamné sur une demande de pardon. Madame la juge présidente, Madame la juge, Monsieur le juge, lorsque vous prendrez votre décision en application de l'article 76 du Statut de Rome et déciderez de la peine applicable dans ces dossiers, les victimes vous prient de tenir compte, en particulier compte tenu de l'ampleur du dommage qui concerne la population d'une ville. Monsieur le procureur n'a cesse de répéter l'impact sur la ville de Tombouctou de cet acte d'occupation de Tombouctou. Donc, de tenir compte d'une population d'une ville dans son ensemble et dont les conséquences ne s'arrêteront pas à la génération ayant vécu les événements. J'insiste sur ces points et je vous remercie. Je passerai la parole à Maître Kassongo pour la suite des observations. Merci, M. Sita. M. Kassongo.
Merci, cher confrère Maître Chita. J'ai saisi l'occasion pour d'abord remercier la Chambre de nous avoir passé la parole et surtout mes grandes salutations à Madame la Présidente, à Madame la Juge et à Messieurs les juges. Et sans oublier tous les participants, les partis et les participants. Mon intervention sera moins longue parce que je tiens à signaler que je vais intervenir sur 3 points. D'abord, un complément d'information par rapport à ce que mon confrère Maître Sita venait de vous élater. Il vous a bien éclairé sur notre démarche en collectant les informations et les observations des victimes. Et mon point sera d'abord de vous éclairer sur cette démarche en termes de résumé et d'enfoncer encore le clou sur les propos succincts des victimes. Et de manière aussi brève que possible, et dire que les victimes souhaitent une sévérité dans le prononcé de la sanction. D'abord, pourquoi cette démarche a été nécessaire? Tout simplement parce qu'il fallait rapporter les préoccupations des victimes au stade de la sanction. C'est à ce stade de la procédure. Et pour ce faire, j'ai dû me rendre sur le lieu des victimes avec bien sûr l'aval de mes confrères Maître Sita et Maître Doumbia pour rencontrer les victimes qui sont éparpillées dans la zone des 3 frontières. Et ça n'a pas été chose aisée et chose facile. J'ai dû poser la question en termes d'attente, une seule question en regroupant les victimes dans cette zone des 3 frontières. Alors, il y avait d'un côté un groupe de femmes qui étaient interrogées sur une question que je vais vous relater, les réponses, et de l'autre côté, le groupe d'hommes qui étaient interrogés sur la même question séparément pour pouvoir comprendre les aspirations des uns et des autres au stade de la sanction. Et sans oublier les jeunes, c'est-à-dire les jeunes adolescents qui font beaucoup plus leurs enfants hier en même temps que l'ensemble de la collectivité. Et sans plus attendre, la question était de savoir qu'attendez-vous de la Chambre en termes de sanctions. Voulez-vous que cette sanction soit sévère, soit légère, ou alors vous pardonner? Sans vraiment rentrer dans le détail, les victimes du groupe, les femmes ont été beaucoup plus sévères avec des mots qui ont marqué leur état d'esprit. Le choc ne permet pas à ce que la sanction soit simple, moindre, légère. Ils ont, ces femmes interrogées, répondu de la même manière en mettant l'accent sur la gravité des images, préjudices du spectacle connu à Tombouctou et parmi elles, celles qui ont connu directement les mêmes actes n'étaient pas du tout à l'aise lorsqu'elles répondaient. Et le mot choc s'accompagnait de mots honte, le mot choc s'accompagnait de la dignité perdue, ce mot choc s'accompagnait de la honte. Et du coup, aïe aïe aïe, It seems we seem to have lost the signal, or at least there's some technical problem. Mr. Registrar. It appears that there's a technical issue on the
on the other end of the communication. Mr. Sita, perhaps we should proceed to Mr. Dumbia's submissions and then see if there's anything final from Mr. Kansanga if we have sufficient time. That's what I would propose. Oui, c'est à ça que je pensais aussi, Madame la Présidente. Oui. Donc, Maître Doumbia, si vous êtes prêt, vous pouvez prendre la parole. Mr. Doumbia, can you hear us, and are you able to make your intervention, please? Oui, je vous entends parfaitement. Thank you. Please proceed. Bonjour, Madame la Présidente, honorable juge, bonjour. Je suis du terrain et je voudrais partager avec vous quelques échos de ce terrain relativement aux victimes que nous avons rencontrées ces derniers jours. Ces propos qui sont recueillis sur quelques victimes, une dizaine, je voudrais bien, si le temps me le permet, résument en quelque sorte ces victimes-là qui participent à cette procédure et qui envoient au juge leurs profondes aspirations quant à l'issue finale de ce procès. La première victime qui expose son cri de cœur de la manière suivante. Elle dit, vu la gravité des faits, Al-Hassan mérite de rester en prison pendant longtemps encore pour qu'il réfléchisse sur ce qu'il a fait à la population de Tombouctou. Si on nous le donne aujourd'hui, il ne verra pas le jour. S'il ne demande pas pardon sincèrement, alors qu'il reste en prison pendant le reste de sa vie. Une deuxième victime nous fait part de ses aspirations profondes. Elle dit, il y a toujours des groupes armés dans Sardine qui terrorisent les gens au nord du Mali. Nous savons ce qui se passe à Tombouctou par l'intermédiaire de nos parents qui sont restés. Vu les informations que nous recueillons, la population de Tombouctou n'est toujours pas prête à pardonner à Al-Hassan. Les populations qui sont restées vivent dans la misère à cause de ce passé douloureux. Ces gens sont détruits et dévastés. Les populations risquent de se soulever en le revoyant à Tombouctou. Elles pourraient se résigner si on les en empêche, on les empêche de réagir, mais elles ne pardonneront jamais. Une troisième victime dit ceci. Je pense qu'il faut le garder pendant le temps qu'il faut jusqu'à ce qu'il ne soit plus en mesure de reprendre les faits pour lesquels il est actuellement en prison. Sinon, les parents restés sur place pourraient continuer à souffrir de ces méfaits.
En tous les cas, c'est à la justice de décider ce qu'il faut pour lui. Qu'il soit sanctionné à la hauteur de la gravité de ses faits, des actes qu'il a commis à l'égard des victimes qui doivent obtenir réparation. Une quatrième victime dit ceci. Pour moi, il doit passer le reste de sa vie en prison parce que les mêmes problèmes qu'il a causés sont toujours là. Nous vivons les mêmes problèmes. Le temps qu'il a déjà fait en prison n'est pas suffisant. Les méfaits de ces gens se sont répandus partout et ils doivent réparer tous les préjudices qu'ils ont causés. Un être humain ne peut pas se lever un matin pour persécuter toute une population, mutiler des gens, les flageller, les violer et penser que quelques années suffisent à laver tout cela. Tous ceux qui ont subi des préjudices de la part de ces gens doivent obtenir une juste réparation. Une quatrième ou une cinquième personne dit, nous ne sommes pas prêts à pardonner. Qu'il passe le reste de sa vie en prison ne nous dérangerait en rien. Ils ont emporté tout ce que nous avions de plus cher. Notre dignité, notre honneur, nos biens, or et animaux. La stigmatisation à l'égard des femmes victimes de viols et autres violences sexuelles persiste et les enfants issus de ces mariages forcés sont traités de rebelles. Certains de nos frères ont disparu depuis 2013 et on ne sait s'ils vivent encore ou pas. Une autre victime dit, si Al-Hassan part au nord aujourd'hui, la population ne le pardonnera pas, surtout qu'il a été acquitté pour certaines charges. Qu'il ait des chefs ne suffit pas pour le blanchir de certains de ces faits criminels qu'il a causés. Une autre victime nous dit, nous ne pourrons pas oublier ce qu'il a fait, raison pour laquelle nous ne pouvons pas pardonner et nos enfants non plus. S'il arrive parmi nous, nous ne pourrons pas le supporter. Ce que Al-Hassan nous a fait n'est pas comparable avec ce que les autres nous ont fait. Une autre victime nous a partagé ceci. Jusqu'aujourd'hui, les groupes armés d'Ansardine et AQMI sont toujours là-bas. Ils sont toujours là, mais un peu plus dispersés. J'ai quitté Tombouctou avant-hier seulement. Une fois de retour, il peut être éliminé et les membres du groupe Ansardine par les membres du groupe Ansardine.
détient beaucoup de secrets de ces gens-là, s'agissant des djihadistes. Aujourd'hui, l'évidence est que les groupes djihadistes cherchent à tuer tous leurs chefs. Tout ce que Al-Hassan mérite, c'est de rester toujours en prison parce qu'il nous a fait beaucoup souffrir. Une autre victime dit ceci: « Je m'excuse de le dire ainsi, mais les peaux rouges ne pardonnent jamais et sont toujours prêts à se venger. Donc, qu'il meure en prison. » Même si Al-Hassan est libéré et interdit de séjour à Tombouctou, il aura toujours ses radars, ses racines, des membres de son groupe qui restent toujours sur place à Tombouctou. Il ne va jamais abandonner. Il est un leader et s'il retourne demain, il aura des adeptes prêts à le suivre et qu'il peut toujours reconstituer le même groupe autour de lui. Il a toujours son influence dans la population. Il y a une autre victime qui nous dit: « Quand ton père a été tué par un serpent, alors tu as peur de la corde noire. Si on laisse Al-Hassan parmi la population, lui-même sera mal à l'aise. Car la graine de la vengeance et de la désolation a été déjà, puisque le mal est déjà fait. Qu'importe l'issue de ce procès, la population ne pourra jamais oublier ce qui a été fait. Pour son propre bien, il est mieux qu'il reste en prison. Madame le Président, honorable juge, j'ai tenu à partager ces quelques propos en citant directement ces victimes pour illustrer à quel point la douleur est encore vive au sein de la population de Tombouctou. Et pas que. Beaucoup ne sont pas à Tombouctou, mais ils ont aujourd'hui les mêmes ressentiments. Ils vivent les mêmes affres du passé. Leur seul souci aujourd'hui, comme une des victimes a eu à le dire, c'est de ne plus jamais rencontrer Al-Hassan sur leur chemin. Puisqu'une victime a dit: « Si d'aventure Al-Hassan devait être à Tombouctou, je demanderais à la justice de vivre ailleurs. » Mr. Doumbia, Madame la Présidente, I'm sorry to interrupt you, but your time is up, so please bring your Oui. submissions to a conclusion. Thank you. oui, je vais finir, c'était la dernière phrase que je voudrais prononcer. Je voudrais juste dire que le ressentiment de nos populations aujourd'hui, c'est ces yeux rivés sur cette justice en laquelle elles croient fermement et elles pensent que justice leur sera rendue. Je vous remercie, Madame la Présidente. Thank you very much for your submissions. I'm sorry the technical problems continue to exist with Mr. Kasanga, and in any event, the time frame has been exceeded, but I thank the legal representatives of victims for the submissions that have been provided to the Chamber. Thank you very much. I turn now to the defense. Ms. Taylor, you can commence your submissions, and of course, as with the others, you're free to divide the submissions up as you see fit, and including those which we have authorized specifically.
Thank you. You have the floor. Thank you very much, Madam President. And if it would assist, we would have no objection to the submissions of Metro Kasongo being filed so that they're not prejudiced through technical errors, if that's of any assistance. Thank you, Ms. Taylor. Madam President, Your Honours, in 2012, Alassane was not a politician. He was not a soldier. He did not choose a life of conflict. He did not choose to bear the heavy responsibilities of fatherhood in a dark and difficult time. He is now being convicted for the choices he made, and he has in turn sought the forgiveness of the persons he harmed, the people in Timbuktu, for those choices. And we are standing before you, speaking on his behalf to ask that you exercise your discretion fairly and humanely. In so doing, I will address you in relation to the difficult context in which Mr. Alassane's conduct occurred, and I will explain how that shaped and constrained his choices. I will further explain why the assistance he rendered to the people of Timbuktu warrants lenience. A reduced sentence is also proportionate to the reduced nature of his knowledge and contributions. Maître Bolo-Lussier will address the relevance of Mr. Alassane's personal circumstances to the Chamber's duty to craft a sentence that is proportionate in light of the totality of his circumstances. Maître Sethi will address the specific arguments raised by the prosecution and Victims' Counsel concerning gravity and aggravating circumstances. And I would like to draw your attention to the fact that we did indeed submit a table of authorities. Annex A is the list of legal authorities and evidential citations that will be referred to by myself and my two colleagues. Annex B refers to the prosecution's submissions and then cross-references to the trial judgment's headings, which are color-coded. This is an operation that the Chamber will be required to do. They will be required to assess whether there's double counting, and given the interest of a speedy judgment, we have effectively performed that for you if it is of assistance. Annex C lists the specific paragraphs in the prosecution submissions which rely on findings for which Mr. Alassane was in fact acquitted. And we brought this to the attention of the prosecutor last Wednesday and asked him to file a corrigendum, and in the absence of one, I will address this in my submissions. Ms. Taylor, if I could just, on that issue, this material was not authorized by the Chamber to be filed. It's not a concept known in the submissions before the court. You're free to refer to this material, but understand that the Chamber's not taking this into account as filed submissions or either written or oral. So you make use of it as you wish, but it is not material that is in front of the Chamber as submissions that have been presented in accordance with the directions of the Chamber. But feel free. I don't want to interrupt your submissions. Please proceed. You can make the references as you wish, but that's the position of the Chamber. So please proceed with your submissions, your oral submissions. Thank you. Thank you, Madam President. Now, Mr. Alassane was acquitted of half the charges and over half the charged incidents in this case. But although he was acquitted of gender persecution, rape, and forced marriage, the prosecution and the victim submissions are still predicated on the harm caused by those crimes. And they have asked him to be sentenced and punished for crimes for which he was found innocent. Now, we have listed that for you in Annex C, a snapshot, but obviously you are free to go through that in more detail to see the extent to which, both today and last week, their sentence is predicated on an acquittal. And they have ignored these acquittals because their submissions have targeted the groups, Ansar Dine and Al-Qaeda, not Alassane. But today in this courtroom, the role of the Chamber is not to punish Al-Qaeda or Ansar Dine, nor is it to punish Sharia. Your role is to determine the limits of a fair and just sentence for Mr. Alassane. And when you enter a conviction, you assess conduct. But when you enter a sentence, you have to consider the man
behind that conduct. The man sitting behind me, a father, a husband, a torture survivor. And when you assess his conduct, I would like you to bear in mind the following. In the region of Brabant, the Netherlands, there's a statue erected in honor of a German called Karl Heinz. He was an 18-year-old conscript stationed in occupied Netherlands. When the village he was stationed in came under shelling, he rescued 2 Dutch children. He brought them to their mother in the cellar, and then when he emerged, he in turn was killed by a shell. On the plaque is the tribute. It honors all those who do good in evil times. And the plaque does not honor this individual because he was a good person, nor does it assert that everything he did was good. What it honors is in that split second when he heard the sound of shells, instead of running to protect himself, he stayed and protected others. In a difficult and dark situation, he made things better by staying and doing an act of good. As armchair historians or lawyers in The Hague, it's easy to speculate about what one could do or should do when faced with moral and legal conundrums faced by people in dark and difficult times. But as judges, tasked with a heavy role of punishment and sentence, your role requires you to put yourself into the shoes of Mr. Alassane, to see things through his eyes. And while you have found Mr. Alassane culpable of these crimes, we ask you to grant him lenience for his efforts to do acts of good, to achieve restraint through his role in dark and difficult times, which he played no role in bringing about. In 2012, he was a married man with a baby boy, a daughter on the way. As the eldest son, he was responsible for his elderly parents and his family as a whole. His father, a former veterinarian, was retired. It's at T94, page 40. The trial chamber recognized in its judgment that Mr. Alassane may have genuinely faced a danger from the Malian army, and this was based on their findings at paragraph 411. So let's look closely at the nature of this risk. D605, a young Tuareg was threatened with death when he was in Bamako. Incidentally, D534, also stationed near Bamako, was also threatened with death. D240 gave evidence that the routes between Bamako and the north were very dangerous because they were controlled by the Malian army. Fleeing to Bamako was not an option for Mr. Alassane and his family. The chamber also heard evidence from D540 concerning how difficult it was to flee to Mauritania. He tried. He had to give up because it was too arduous for his aunt. D211's parents did flee to Mauritania, and they had to do so riding donkeys. It took them a long time, and when they arrived, they had to sleep under trees in the open air. Drinking water was scarce and very expensive, and there was no medicine. The chamber also heard from prosecution witness 1086, who gave evidence that the 2 Tuaregs in his convoy were brutally killed en route to Mauritania. Now, if you put yourself in his shoes, if you had a pregnant wife, a young son, very little means and money, would you risk taking that route only to end up in a camp, sleeping in open air under such conditions? So Mr. Alassane stayed in Mali. So what was he supposed to do to survive? His pharmacy shut down, and the situation of insecurity had cut his supply of medicines. The situation in Zoho was austere, and there was not much there, as testified by D627, D803, and D243. Mr. Alassane had to travel to and from Timbuktu to get necessary supplies, as there was no employment in Zoho itself. When the groups first arrived in Timbuktu, Alassane went to the MNLA. He went to the airport to try to find work, but they didn't want him.
because he didn't have a weapon. They sent him back to Timbuktu. And at this point, he only had 200,000 CFA to his name. That's a total of around 300 euros, which he was hoping to save to use to escape with his family. And this is in his statement. He therefore tried to make money selling light weapons to local Arab traders. Obviously not a good idea. When doing so, his cousin, who was already working with the Islamists, told Alassane that he had to come with him to the military camp to meet the leaders of Ansar Dine. Tu dois partir avec moi, is what he was told. There, he was brought before Ansar Dine leaders who convinced him of the obligation, the necessity of working with the group. And even then, his first instinct was to seek to work for the hospital, to use his medical skills to help people. And his request to do so was rejected. He was brought directly to the police by Sheikh Abdallah, where he was told that he would work as an interpreter because of his language skills. Alassane ended up at the police after first exhausting at least 3 other alternatives, and after having been convinced of the obligation of accepting this work. This is not the trajectory of a zealot. This is a path of desperation. In its judgment, the Chamber referred to 2 examples of persons who were asked to work for Ansar Dine and refused. This is P557 and P638. But after turning down this offer, P557 left Timbuktu, leaving his wife and child behind him. P638, who was young and single, fled to Mauritania several times, including with the help of a Westerner with means. Alassane's reluctance to do the same, to leave his pregnant wife, infant son, and elderly parents, it warrants your lenience, your understanding, not a heavy sentence. The Chambers also found that Mr. Alassane's explanation of the context in which he joined Ansar Dine was consistent with the evidence of close associates who knew him at the time. So what did these associates say? D211 confirmed that there were no other jobs available for people who did not have pre-existing work or business. It was also not possible for a Tuareg to stay in Timbuktu without being either associated or protected by one of the groups. D211 further testified that Alassane told him that Ansar Dine was the most powerful force present. And he then said, half the people in the city are foreigners and not from the local population, and that if we, the local population, stay out of Ansar Dine, we would wind up being unable to defend our neighbours, our acquaintances, and our brothers. It was not religion, it was not money, it was not hatred, but love for his neighbours, acquaintances, the locals who were his brothers, who needed his protection. That's what drove Alassane to join Ansar Dine. Similarly, according to D43, Hassan told me one of the reasons he joined Ansar Dine was to protect his family and to protect the people in Timbuktu. And it was because of him that people were able to stay in Timbuktu at this time. And both D243 and D272 further testified that Mr. Alassane's protection extended beyond the Kelansar tribe, or indeed Tuaregs, to many locals of different ethnicities. So yes, when Alassane hit a wall regarding options to protect his family, he was convinced of the necessity of working with Ansar Dine, but he used his position to help the local population. In our written submissions, we cite several examples where Mr. Alassane used his position to help the population in a non-discriminatory manner. And this attitude of lenience and good deeds was not restricted to Alassane's own actions. He also used his position to counsel others to do the same.
P582 confirmed this. At footnote 2668 of the judgment, the Chamber cites his evidence that Alassane counselled him to interpret in a manner that favoured the local population. P582 also gave evidence that Alassane reprimanded a police officer called Bilal, who had fired his weapon near a local. Bilal was disciplined for this and then left and joined Mujal. D605 also testified that Alassane advised him to always use restraint and calm with the local population. Along with Sander, Alassane assisted in bringing a police officer who raped a local woman to justice. This context should inform the way the Chamber assesses P150's self-serving evidence that the leaders were happy with Alassane and praised Alassane because he was strict in comparison to Al-Mahdi. Now, we have no date for this conversation between P150 and the leaders, and we have no examples of conduct that this supposedly refers to. But we do know that first, Alassane was strict. He was strict on members of the police, whose actions threatened to harm the local population. Second, we know that the leaders of Ansar Dine and ACME favoured maintaining respectful and peaceful relationships with the local population, as you found in footnotes 1252 and par 466. So the only reasonable interpretation of the sentiment that the leaders were pleased with Alassane is that this was because he helped them to rein in and restrain anyone who seemed likely to harm the local population. And he also did so by resolving disputes in a peaceful manner, as you found. Similarly, the trial chamber can place no weight on prosecution submissions concerning Mr. Alassane possessing or bearing a weapon. There was only one instance where the chamber found that Mr. Alassane had a weapon. This was the execution of Musa, which is not a charged crime. And this one example cannot be used to extrapolate a broader finding for the purposes of ascertaining his sentence for the charged crimes. You have the videos, you've seen the punishments for which Mr. Alassane was convicted, and you can see that he did not have a weapon at those crimes. The circumstances of Musa are also completely opposite to the crimes for which Mr. Alassane was convicted. Musa was a member of Ansar Dine, not a civilian. He accepted to be judged in accordance with Sharia. Alassane even asked Musa, why not flee? And Musa's response was that he could flee from humans, but not from God. And that's in Mr. Alassane's interview records with the prosecutor. Musa was not a flight risk, and Alassane knew that. Musa was his friend, and also Alassane was there to support him, having failed to save him. Alassane's nudges, his prods in the direction of lenience did not always succeed. His efforts to save Musa from execution did not succeed. The Islamic Tribunal did not accept the allegations in the police report that a particular victim had been raped by her stepbrother. But he tried, and he did so at risk to himself. In a sermon, Qutayba, the chief religious leader of Akim, warned that once the police or Hezbollah receive a complaint of adultery, theft, or drunkenness, it was forbidden to interfere with the process in any way inconsistent with God's will. Any attempt to do so would be cursed by Allah. The evidence shows that while Alassane did what he could to help the local population through subtle interpretations and prods in the way of lenience, he also felt constrained from open defiance. When Alassane told the prosecution that the people were scared of the punishments, there was nothing he could do, he was also referring to himself. This constraint, this fear of retaliation, is reflected in the way
he reacted to the arrest of his uncle, who was caught stealing weapons from Ansar Deen. When the prosecutor asked Alassane about this incident, they also inquired whether the arrest happened before or after the flogging of Hussein al-Badi. Like Alassane's uncle, Hussein al-Badi was also a member of the group who had broken the rules. Alassane told the prosecutor that was afterwards, and that was why Alassane was scared. Alassane was scared. Scared what would happen if he, as a member of the group, or his uncle, or anyone else, broke the rules. And this is in his interview records. So even with his uncle, a close relative, Alassane did what he could to help, not by resisting, not by defying, but by participating. Specifically, Alassane asked the Emir of the police if Alassane could be the one to arrest his uncle, to ensure that his uncle would not be beaten. Ultimately, it was his cousin, not Alassane, who was able to achieve his uncle's pardon, as Alassane himself could not. And that was Alassane's modus operandi. He used his presence, he used his participation to achieve protection, lenience, and restraint. And this, Your Honours, deserves lenience and restraint in turn. Now, the reason why I am focusing on this context is because the context necessarily informs your sentence. Typically, individuals who collaborate under difficult circumstances and pressures are treated with lenience, particularly if they use their position to help when and where they can. And in your judgment, you recognized that Alassane was someone who tried to help in difficult times, paragraph 1070. And this finding extended beyond a member of his tribe, beyond his friends. You found that it extended to locals who simply knew him. Madam President, Your Honours, true deterrence is achieved by targeting the drivers of the occupation, not individuals swept up by its wake who are simply doing their best to keep their head above water by trying to help others to do the same. This precept has shaped sentencing practices concerning locals who accept similar functionary positions in difficult times. After World War II, Israel started prosecuting Jewish collaborators. There were about 40 such prosecutions. The average sentence was 17 months. The highest, 10 years, for Joseph Pal, who was convicted for persecution entailing numerous acts of physical violence. In these cases, the defendants were tried by the community which had suffered, which understood the context in which the defendants acted. And this framework was articulated by the Supreme Court in the Berenblatt case. And they said, men take care of themselves and their families, and the prohibitions of criminal law, they were not written for exceptional heroes, but for ordinary mortals with ordinary weaknesses. The High Court Council of Timbuktu and D553 have asked the same thing of this bench. They are asking you to see things from their perspective. Alassane was not one of the directors of the group. He was not with them when they came in on the 1st or 2nd of April when they installed their system. He was a local who, like many others, was swept up in its wake. Madam President, it's 1 o'clock. It's a good time to break for the lunch. Yes, thank you, Ms. Taylor. I was hoping for an appropriate pause, so we will, the chamber will, we will adjourn at this point until 2 p.m. So we're taking a shortened break to ensure that we can finish within the timeframes today. So we're adjourned until 2 p.m. All rise, we will away.